Salam alaikum, Zulflaoun, bonsoir. Le président Abdelmajid Tebboune l'a affirmé à Berlin devant les membres de la diaspora. Chaque Algérien a le droit de critiquer et les opposants sont les bienvenus en Algérie. Des paroles destinées à rassurer, à convaincre que le pays s'ouvre enfin au pluralisme et au débat. Mais il suffit de revenir à l'aéroport d'Alger pour mesurer l'écart entre le discours officiel et la réalité. Le journaliste, romancier et dramaturge Mustapha Ben Fodil, né à Rilizen en 1968, a été empêché de quitter le territoire algérien, alors qu'il devait participer au Festival d'Avignon. Selon plusieurs sources, la police des frontières lui a opposé une interdiction de sortie du territoire, ISTN, jamais notifiée par une décision judiciaire ou administrative. Quelques mois auparavant, après avoir simplement rendu compte dans Al-Watan, du numéro 44 de la revue Naqd consacrée au gaz de schiste. Il avait été convoqué par la police et soumis à plusieurs heures d'interrogatoire, sans tort avoir fait son métier, informé sur une revue publiée légalement en Algérie, jamais interdite ni saisie. Le cas de Mustapha Ben Fodil n'est malheureusement pas une exception. Le journaliste Saïd Boudou reste privé de son droit de voyager depuis des années. Le journaliste Abdelkrim Zghilish, quant à lui, continue de subir un harcèlement judiciaire à travers des poursuites et des procédures à répétition. D'autres journalistes sont poursuivis ou emprisonnés. Des militants politiques sont condamnés sur la base de l'article 87 bis du Code pénal, dont l'interprétation continue de susciter de profondes controverses. Des figures de la diaspora affirment être empêchées de rentrer dans leur pays. Le refoulement du journaliste Farid Alilet à son arrivée à Alger et les difficultés rencontrées par Nasser Al-Doutour rappellent que les frontières sont devenues un instrument de contrôle politique autant qu'un point de passage. À chaque fois, le même mécanisme, une décision opaque, rarement motivée publiquement, qui prive des citoyens de leurs droits sans véritable possibilité de comprendre ni de contester la mesure. C'est là que le discours officiel perd toute crédibilité, car un pouvoir ne se juge pas à ses déclarations, mais à ses actes. On ne peut pas inviter les opposants à rentrer au pays tout en empêchant certains d'y entrer ou d'en sortir. On ne peut pas célébrer le droit à la critique tout en sanctionnant celles et ceux qui enquêtent, écrivent ou informent. On ne peut pas invoquer l'état de droit lorsque des mesures aussi graves semblent échapper aux exigences de transparence et de contrôle judiciaire. Le véritable contraste algérien réside dans le fossé qui sépare les discours du pouvoir et la réalité des libertés publiques. À force de proclamer l'ouverture tout en organisant la fermeture, le pouvoir fragilise sa propre parole. Une démocratie ne se mesure pas aux promesses prononcées devant la diaspora ou les caméras. Elle se mesure à la liberté dont jouissent les journalistes, les intellectuels, les militants et les citoyens lorsqu'ils passent une frontière, publient un article ou expriment un désaccord. Au final, une question demeure. Les libertés publiques ont-elles vocation à être simplement proclamées ou à être réellement garanties? Nous en débattrons avec nos invités juste après cette petite intro. Algérie, quand le pouvoir invite les opposants, mais verrouille les aéroports. C'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'avoir avec nous ce soir Maître Salah Debbouz, avocat, avocat qui était avec nous depuis Bruxelles, mais aussi militant des droits de l'homme, c'est ce que je voulais dire. Maître Salah Debbouz, bonsoir, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik, maître. Merci, مرحبا بك مرحبا بسي Zghilish et les téléspectateurs aussi, et merci pour l'invitation. Merci beaucoup, maître. Merci d'avoir accepté l'invitation. Vous l'avez aperçu, bien sûr, Abdelkrim Zghilish est avec nous aussi, depuis Constantine, qui est journaliste et militant politique. Marhaba bik, c'est Abdelkrim.
Bonsoir mon ami, bonsoir Maître Bouz et bonsoir à l'ensemble de vos auditeurs. Merci. Merci Abdelkrim Zghilish d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bikoum. Avant de rentrer dans le vif du sujet et donner la parole à nos invités, comme d'habitude, donc quelques titres de la presse concernant donc notre thème pour ce soir. Et on va commencer avec TSA, tout sur l'Algérie. Tebboune, à Berlin, les opposants sont les bienvenus en Algérie. Le président Abdelmadjid Tebboune a rencontré mercredi à Berlin des membres de la diaspora algérienne en Allemagne, l'occasion pour lui de lancer un message aux opposants algériens. Le matin d'Algérie, le journaliste Mustapha Benfoudil interdit de sortie du territoire national. Le journaliste, romancier et dramaturge Mustapha Benfoudil est placé sous interdiction de sortie du territoire national, ISTN. Un autre titre du journal Le Matin d'Algérie, Mustapha Benfoudil sous ISTN. Les réactions de Hamid Ayashi et Arzqi Metraf. Radio des sans-voix, un autre titre, le droit de critiquer s'arrête à l'aéroport d'Alger. Depuis Berlin, Abdelmadjid Tebboune proclame que chaque Algérien a le droit de critiquer et souhaite la bienvenue aux opposants. Au même moment, Alger, deux journalistes qui n'ont jamais insulté personne restent cloués au sol par une interdiction de sortie du territoire. 6 mois pour Mustapha Benfoudil, 7 ans pour Saïd Boudour. Donc, radiographie d'une mesure sans juge, sans texte et sans visage, devenue l'arme silencieuse contre la presse. Et là, on va voir le post de Mustapha Benfoudil sur les réseaux sociaux quand il a annoncé donc son interdiction de sortie du territoire national. Il a simplement donc posté le boarding pass que vous êtes en train de voir, la conférence ou cette rencontre au Festival d'Avignon, donc il était invité. Il a donc seulement posté ISTN, donc interdiction de sortie du territoire national. La lettre ouverte de la rédaction de Naqd, cette revue donc, qui existe depuis 35 ans en Algérie, voilà, donc vous êtes en train de voir le texte. Nous avons appris par diverses sources que le journaliste Mustapha Benfoudil a été refoulé par la police des frontières à son départ pour le Festival d'Avignon le lundi 13 juillet 2026 en raison d'une ISTN qui ne lui a jamais été notifiée par voie judiciaire ou administrative. Voilà, donc on va voir dans ce clip ou dans cette petite vidéo la lettre ouverte donc, de la rédaction de Naqd avant de commencer avec nos invités. Nous avons appris par diverses sources que le journaliste Mustapha Benfoudil a été refoulé par la police des frontières à son départ pour le Festival d'Avignon le lundi 13 juillet 2026 en raison d'une ISTN qui ne lui a jamais été notifiée par voie judiciaire ou administrative. Pour rappel, suite à la publication dans El Watan d'un compte rendu d'un article de la revue Naqd consacré au gaz de schiste, le journaliste Mustapha Benfoudil a été convoqué par la police le 18 janvier 2026 dans ses locaux d'Hydra. Soumis pendant près de 3 heures à un interrogatoire serré ponctué de menaces, on lui a signifié verbalement qu'il allait être l'objet d'une ISTN. Est-il nécessaire de rappeler aux autorités de ce pays que, en reprenant la présentation du numéro 44 de Naqd sur le gaz de schiste, M. Mustapha Benfoudil n'a fait que son métier de journaliste professionnel, comme il le fait depuis des décennies à chaque sortie d'un numéro de la revue Naqd. Ce numéro 44, comme tous les autres numéros depuis 35 années, édité et diffusé en Algérie, n'a pas fait l'objet d'une interdiction de paraître ou d'une quelconque saisie pour une raison ou pour une autre. Les restrictions au droit à la liberté de circulation doivent, dans chaque cas, être appliquées sur la base de motifs juridiques précis et répondre aux principes de légalité, nécessité et de proportionnalité.
De plus, les restrictions imposées doivent être compatibles avec le respect des autres droits garantis, notamment les principes fondamentaux de l'égalité et de la non-discrimination. Étant entendu qu'une telle décision n'a été prise et notifiée à l'intéressé. Voilà, donc une partie du contenu de l'alerte ouverte de la rédaction de la revue Naqd. Je vais commencer cette émission avec vous, Abdelkarim Zrilech, parce que j'aimerais parler aussi, avant de rentrer dans le vif du sujet, de votre livre que vous avez publié récemment. Et là, on va voir bien sûr nos amis de la régie, si c'est possible. Voilà, on est en train d'apercevoir la photo de votre livre. Ce n'est pas moi qui suis allé vers la politique, c'est la politique qui est venue vers moi. D'abord, c'est un livre bien sûr qu'on peut trouver sur Amazon, surtout donc pour ceux qui veulent l'acheter en dehors de l'Algérie, donc en France ou ailleurs, qu'on peut donc trouver sur Amazon. Et vous allez nous dire aussi, Abdelkarim Zrilech, si on peut le trouver aussi en Algérie. Je ne suis pas très... si vous pouvez nous dire ça. Abdelkarim Zrilech, comment est venue l'idée de ce livre? Franchement, je vous remercie déjà avant toute chose d'en parler. Vous êtes le premier média à parler de ce livre. Et aussi également, avant de passer au livre, en réalité, et avant de commencer l'émission, je voudrais présenter mes condoléances. Je n'ai pas eu l'occasion de le faire jusqu'à maintenant à l'ensemble des Algériens pour ce tragique événement qu'on a vécu il y a deux jours de là, le décès tragique de ces enfants d'une manière horrible, d'une manière qu'on n'arrive pas à concevoir ni à imaginer, d'une manière qui devrait nous donner tous des cauchemars, de voir la photo de les enfants debout pardon, devant les barreaux et avec aucun moyen de sortir, avec aucun moyen de fuite pour fuir, et les flammes derrière eux. Je pense que cette image devrait traumatiser les Algériens. Avec cette photo des enfants debout devant les barreaux et les flammes derrière eux avec aucun moyen de fuite, et si on arrive à imaginer l'état de panique et la peur dans laquelle ils sont morts et brûlés aussi, voilà. Je présente mes condoléances à l'humanité, pas aux Algériens. Je présente mes condoléances à l'ensemble de l'humanité pour ces horribles images. Voilà. Bon. Je vous remercie également d'avoir parlé de mon livre. Vous êtes, comme je disais tout à l'heure, vous êtes le premier média à en parler. L'idée, elle a traversé ma tête, ça fait longtemps maintenant. L'idée, ça fait pratiquement, l'idée, c'était de raconter. C'est un livre, je pense le mot peut-être il est un peu trop grand, hein. C'est un recueil de mémoire, c'est un témoignage d'un vécu en Algérie depuis ma sortie de l'université jusqu'à maintenant. En réalité, l'idée, elle a germé dans ma tête, de concrétiser. C'était 2-3 jours après le décès de la mère de mon fils. Ça fait maintenant un an et demi. C'était 2-3 jours plus tard que j'avais décidé. Vous savez, à un certain moment, on voit la mort comme ça devant les yeux. On pense à la nôtre. Franchement, on pense à notre mort également. Quand on a une surprise pareille, quand on a un choc pareil, on pense à la nôtre et à un certain moment, on se dit, après, si ça arrive là maintenant tout de suite, qu'est-ce que je vais laisser derrière moi en réalité Est-ce que vous étiez, Abdelkarim Zrilech, j'arrive à comprendre à travers votre, bien sûr, réponse, et vous l'avez dit avant tout, sur ces enfants. On en a fait une émission, et même Salah Bouz était avec nous. Est-ce que vous étiez poussé à écrire ce livre, Abdelkarim Zrilech? Poussé par mon envie de laisser par les une circonstances trace, que vous avez vécues, les circonstances voilà, que vous avez vécues. exactement, poussé par cela, par l'envie de laisser un témoignage, de laisser une trace pragmatique, académique,
rationnel. Je pourrais schématiser, le livre raconte comment un citoyen algérien qui n'avait absolument, mais absolument rien à voir avec la politique, je dirais un âge avancé, hein, jusqu'à l'âge de Et là, 39 vous ans. parlez de vous-même. Oui, bien sûr, oui. Comment un citoyen algérien, comment un chef d'entreprise, comment un investisseur algérien, exactement, un chef d'entreprise, un investisseur algérien qui était focalisé, mais vraiment focalisé sur, je dirais, sur le travail, qui n'avait même pas le temps de réfléchir d'une certaine manière à la politique jusqu'à un âge assez avancé de 38 ans, 39 ans, 40 ans. Hein. Pour la politique, 40 ans, c'est un âge avancé. Hein. Pour la politique, réellement, 38 ans, c'est un âge avancé. Et par la force des choses, par, je dirais, le mode de vie en Algérie, ce personnage, ce monsieur qui est moi-même, se retrouve au cœur de la politique, dans un axe de temps incroyablement court. Une personne, un citoyen algérien, qui était très loin, mais vraiment loin de l'acte politique, de la réflexion politique et d'une certaine manière de la vie politique en Algérie, se retrouve projeté, je dirais pratiquement malgré lui, projeté au cœur de la vie politique algérienne. Je pourrais également dire autre chose qui va sembler peut-être un peu bizarre, mais je suis certain qu'il y a un certain nombre d'Algériens qui vont très très bien comprendre cette réflexion. En Algérie, dans votre métier, dans votre travail, dans votre investissement, quand vous atteignez un certain niveau, je ne vous cache pas que j'avais une entreprise hyper spécialisée. J'étais dans une niche de nouvelles technologies hyper spécialisée. C'est-à-dire que je pourrais dire que j'étais le seul à faire ce que je faisais en Algérie à l'époque. J'étais absolument le seul à être dans la niche dans laquelle j'étais en Algérie à l'époque. Je vous parle de 2009, 2010, 2011, 2012. Et mon entreprise a réellement connu un succès, un grand succès, un énorme succès, sur le plan sociétal et également sur le plan financier. D'ailleurs, c'est grâce à l'entreprise que j'ai pu financer la radio un peu plus tard. Donc, c'était dans la totalité de mes investissements, malgré qu'on a essayé de sortir quelques fake news à mon sujet, je n'ai jamais eu de ma vie affaire à une banque, je n'ai jamais eu de crédit de qui que ce soit, je me suis toujours autofinancé à travers le travail que je faisais. Et c'est grâce à l'entreprise que j'ai réussi à financer une radio également. Ce que je voulais dire, en Algérie, quand on arrive à un certain niveau de son travail, et quand on émerge dans son travail, et quand on arrive, c'est-à-dire on arrive à un point où on gagne vraiment de l'argent. On gagne de l'argent, mais réellement de l'argent. On se retrouve en porte-à-faux et pas confrontation. L'État s'intéresse à nous. L'État algérien, quand je dis l'État algérien, je ne parle pas des impôts, de la commission du travail, je ne parle pas des institutions de l'État qui s'intéressent à nous, quel que soit X, c'est leur travail. Je parle d'un autre côté de l'État. On va dire l'État profond. Voilà, c'est exactement ce que je voulais dire. Quand on arrive à un certain niveau, on s'intéresse à vous, qu'est-ce que vous faites, comment vous le faites, et on s'intéresse à ce que vous... Alors qu'une année ou 2 années auparavant, personne n'avait investi dans ce cœur de métier. Très bien. Abdelkarim Zreilish, je sais que c'est très très intéressant ce que vous êtes en train de dire. Donc, le livre que vous avez écrit, Abdelkarim Zreilish, est-ce qu'il est vendu en Algérie? Non, malheureusement, en Algérie, là pour le moment, je vais dire, pour le moment, elle n'est pas en vente parce que c'est l'Algérie. Alors, techniquement, j'aurais dû le mettre en vente en Algérie. C'est assez compliqué. Bon, j'ai essayé. Donc, il n'y a que les Algériens qui sont donc à l'étranger, qui peuvent procurer, qui peuvent acheter votre livre. Bien sûr, à travers la plateforme donc Amazon. Est-ce qu'il y a d'autres plateformes aussi? Non, pour le moment, c'est un ami qui s'est occupé. Il faut croire également que
réellement, Yannick, j'étais entouré par un certain nombre de relations et d'amis pour l'écriture et la mise en vente du livre. Il y a un certain nombre d'amis qui m'ont aidé pour les corrections. Je peux citer Mustafa Ben Jamer qui m'a beaucoup aidé pour la correction elle-même du livre et beaucoup d'autres amis qui m'ont aidé pour les petits détails, pour les petits souvenirs, même les petits souvenirs du Hirak. C'est-à-dire, il y a eu un petit groupe de travail qui s'est investi avec moi. Mohamed Bakir également, notre ami Mohamed Bakir également, qui a beaucoup fait pour que je puisse finaliser ce livre. Donc, je ne vais pas dire que c'est un travail de groupe. Ce n'est pas un travail de groupe, ce n'est pas un livre de groupe, mais il y a un certain nombre de personnes qui sont investies avec moi sur ce livre-là. Et même pour la mise en vente, c'est des amis qui s'occupent de sa vente, je dirais, sur la plateforme Amazon. Parce que même la plateforme Amazon, nous n'avons pas accès en Algérie. Nous n'avons pas accès pour la mise en vente d'un livre sur la plateforme Amazon, par exemple. Vous voyez à quel niveau on est. On est en retard dans tout. C'est incroyable. Et c'est là où je me suis rendu compte qu'on ne pouvait pas mettre quelque chose à vendre sur Amazon à partir d'Algérie. Très bien. Restez avec nous, Abdelkrim Zrelich. Donc, ce n'est pas moi qui suis allé vers la politique, c'est la politique qui est venue vers moi. Donc, le livre a été créé par Abdelkrim Zrelich, que vous pouvez trouver, bien sûr, sur Amazon.fr. Donc, surtout pour les Algériens qui vivent donc, à l'étranger. Maître Salah Debbouz, si vous voulez, bien sûr, un petit mot par rapport au livre d'Abdelkrim Zrelich, vous êtes libre, mais ma première question, peut-on encore parler de liberté de critique lorsque des journalistes sont empêchés de quitter le territoire pour avoir simplement exercé leur métier? Donc, on parle bien sûr de Mustafa Ben Fodil, qui a été placé sous interdiction du sortie du territoire national, ISTN. Quelle est votre réaction? Alors qu'il y a quelques jours, le chef de l'État, Al-Majid Tebboune, avait dit, après son discours où il a rencontré des Algériens de la diaspora, que chaque Algérien a le droit de critiquer et les opposants sont les bienvenus en Algérie. Qu'est-ce que vous en pensez, Maître Salah Debbouz? Alors d'abord, je félicite Abdelkrim Zrelich pour son livre. Je trouve ça très très courageux parce qu'il est dans des conditions pratiquement impossibles pour publier quoi que ce soit. Et pire encore, il est harcelé par la justice, donc il est en train de prendre un très gros risque, mais il insiste pour apporter son témoignage d'une époque où il y a une action très importante qui est le Hirak, qui est aussi de son expérience personnelle. Et je crois que ça va être un document très, très, très intéressant qui va, avec d'autres témoignages aussi, marquer cette période de la vie de l'Algérie. Et nous avons besoin réellement que ce genre de témoignage soit publié et soit préservé pour que nul n'oublie l'histoire de ce pays, pour que l'on sache d'où est-ce qu'on est venu et comment qu'on a fait pour traverser certaines périodes très très difficiles. Ce témoignage est très courageux. Je félicite Saad Karim encore une fois. Et je demanderai à tout le monde qui a quelque chose à dire de le dire et de trouver le moyen de le mettre à la portée de la mémoire de tous les Algériens. Donc, c'est ce que je peux dire de ce livre. Je suis très content de voir un effort comme ça et je suis très content de voir aussi qu'il y a une solidarité, un soutien qui sont apportés à Saad Karim pour finaliser son travail et le mettre à la disposition du public. Maintenant, pour les STL de ces Belfodil et surtout la déclaration de Tebboune en Allemagne, cette déclaration, vraiment, avant de parler de l'ISTL, c'est Belfodil, je vais commencer par cette déclaration. C'est vraiment... Bon, il y a des gens qui peuvent ne pas connaître Tebboune en 2019. C'est vrai. C'est Saleh.
Maître Salah Debouj, je m'excuse puisque vous voulez parler d'abord des déclarations de Abdelmajid Tebboune qu'il a affirmé donc à Berlin devant les membres de la diaspora. Khlina, on va l'écouter et je vais vous rendre la parole très rapidement. بالنسبة للمعارضين مرحبا بهم. المعارضة الإنسان اللي يعارض بصفة حضارية أفكار وبيجيب البديل، هذا راه يسمح للجزائر باش تتقدم كثير في الديمقراطية. قلتها في التلفزيون في المداخلات تاعي ونزيد نكررها أمامكم. كل جزائري عنده الحق في الانتقاد، ولكن كل جزائري عنده الحق في الانتقاد وياخذ بعين الاعتبار التقاليد نتاعنا والحرمه نتاعنا يعني الشتم والسب ما يجيبوش، يجيبوا غير الكراهيه والعنف ماكش موافق. قال مانيش موافق، علاش؟ وانا في نظري ها كيفاش نديروا كي الدوله الفلانيه ولا نديروا كما قال الكاتب الفلاني. هذه امور تثري المسيره الوطنيه، بالعكس واللي ما يتقبلهاش ما راه فاهم والو. Voilà. Désolé, Maître Salah Debouj, de vous avoir coupé la parole. Tfadal. Donc, d'abord, il dit marhaba bil mu'arada. Et après, il donne une définition de mu'arada. Il lui donne il pose un préambule, il pose un cadre. Pour lui, le mu'arada, c'est نديرو كيما البلاد هذيك ولا نديرو كيما قال هذاك الكاتب. C'est-à-dire, le mu'arada, ce n'est pas dénoncer, par exemple, des agissements illégaux, illégitimes de Tebboune, par exemple, de Chingueliha. Moi, c'est-à-dire pour Tebboune, mu'arada, je dois dire, نديرو كيما la Suisse ولا نديرو كيما قال je sais pas quel écrivain. Voilà, tout voilà. Et puis je n'ai pas le droit de dire que Tebboune a fait مثلا تزوير في la Constitution et que cela peut lui coûter d'aller en prison, d'être jugé et d'aller en prison. Ce genre de critique frontale et d'actes graves pour Tebboune, il appelle ça une insulte. Ensuite, il ne sort les coutumes et les traditions. Mais il y a des lois. Est-ce que toutes les coutumes et les traditions sont bonnes? Il y a des coutumes et des traditions qui font honte, qu'il faut combattre. La référence d'un État républicain moderne, c'est la loi. Ce n'est pas les coutumes et ce n'est pas les traditions. Absolument. Donc, vous voyez l'arrière-plan qui plante, c'est-à-dire il dit faites semblant, faites de la littérature, remplissez comme ça des trucs, dites-nous, on préfère ce modèle et on se réfère à cet écrivain, mais ne nous dérangez pas et ne nous parlez pas quand il parle de tradition et coutume. Qu'est-ce qu'il sous-entend par tradition et coutume? C'est-à-dire des trucs qui font mal aux gens qui veulent vivre leur liberté. Je vais prendre un exemple. Par exemple, il n'y a pas de loi qui lui interdit de manger. Là, où il y a les coutumes et les traditions. Ou là, il y a par exemple une loi très vague, toucher à la sensibilité de je ne sais pas, de quelqu'un. Tu manges faire Ramadan, il chauffe quoi, tu l'énerves. Et donc, tu dois aller en prison. C'est ça ce qu'il appelle, vous voulez faire développer une société avec ce genre d'idées, c'est vraiment mettre des menottes aux pieds et aux mains et même à la bouche et aux oreilles et dire, dans ces conditions-là, essayez de faire un peu d'opposition et il vous définit la critique, on veut ce modèle, etc. Donc, d'un côté, il dit n'importe quoi, hein, parce qu'il faut savoir que Tebboune, il dit vraiment n'importe quoi. Prenez l'exemple des Allemands, à chaque fois que je reviens sur cet exemple, quand il est allé à l'ONU, c'est pas, il a dit ça en Algérie, il l'a redit à l'ONU, à 1 million de mètres cubes près, il a dit on va dessaler 1,3 milliard de mètres cubes d'eau par jour, il l'a dit à l'ONU,
et en Algérie, il avait dit 1,4 milliard de mètres cubes par jour. Donc, ça, c'est du n'importe quoi, le monde, dans le monde. Toutes les stations dessalement qui fonctionnent à travers le monde ne font pas plus de 9 millions de mètres cubes par jour. Alors que bon, il veut faire 1,3 milliard de mètres cubes. C'est-à-dire, pourquoi je donne cet exemple? C'est quelqu'un qui est inconscient et il ne sait même pas de quoi il parle. Très bien. Et moi, j'ai dit dans une autre émission, j'ai dit que, avec tout le respect que je lui dois en tant que personne, je conseille les gens qui ont des responsabilités en Algérie vraiment de voir s'il n'a pas toutes ses facultés mentales, parce que c'est inquiétant, quelqu'un qui dit des choses comme ça. Vraiment, c'est très inquiétant. Et je pense qu'on ne doit pas permettre aux gens qui ont ce genre d'écart, qui disent ils disent facilement des choses qu'ils ne peuvent jamais réaliser. Pendant 5 ans, il est en train de dire n'importe quoi et de se contredire par des actes tout de suite après. Les opposants peuvent venir en Algérie, mais il empêche un journaliste qui n'a rien à se reprocher de quitter l'Algérie. Il met tout le monde, les avocats, les journalistes, toute la classe intellectuelle en Algérie, la classe politique, ils sont tous sous pression et tous ils surveillent ce qu'ils disent, même les plus courageux, ils doivent vraiment choisir les mots qu'il faut pour limiter les dégâts. C'est pas dans un climat pareil qu'on peut permettre un développement de la société et de l'activité politique et culturelle. Restez avec nous, Maître Saleh Debbouz. Abdelkrim Zghilch, qu'est-ce que vous en pensez? Vous-même, vous êtes bien sûr harcelé par plusieurs procès, mais aussi vous avez fait de la prison à cause donc de votre activité journalistique, mais aussi de militantisme politique. Comment croire, quelle place, la question quelle place reste-t-il aux journalistes dans une société où informer peut conduire à des poursuites, à une interdiction de voyager ou à un harcèlement judiciaire? Rappelons le cas donc de Mustapha Benfoudil. Il a fait un article sur le gaz de schiste, et bien sûr, gaz de schiste, risque et enjeu. Il a été repris par la revue Naqd, et le journaliste Mustapha Benfoudil a été convoqué par la police le 18 janvier 2026, début de l'année, dont les services locaux de Haidara, soumis pendant près de 3 heures à une interrogatrice serrée, ponctuée de menaces. On lui a signifié verbalement qu'il allait être l'objet d'une ISTN, bien sûr. Qu'est-ce que vous en pensez de cette affaire, Abdelkrim Zghilch? Bon, en réalité, c'est la revue Nerd qui a fait l'article sur le sujet du gaz de schiste en Algérie. Benfoudil a fait une critique de l'article principal de la revue Nerd sur le Watan. C'est la revue Nerd qui a fait un dossier sur le sujet du gaz de schiste en Algérie, et Benfoudil a fait ce qu'on appelle une critique. Bien sûr, le mot critique, c'est pas forcément négatif. Hein. Il a fait une critique de cet article, de ce dossier, que la revue Naqd a fait sur l'Ouatan. Et vous savez, je dirais le paradoxe, juste entre parenthèses. La revue Naqd, c'est une revue qui n'est pas très connue en Algérie. C'est une revue assez élitiste. En vérité, c'est une revue très élitiste. Ça se voit que les autorités voilà, ça se voit que les autorités algériennes ne lisent pas. Par contre, parce que c'est une revue très très élitiste qui a un public très 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 restreint. Par contre, le résumé de l'article de la revue Naqd qui a été repris, qui a été fait par M. Benfoudil sur l'Ouatan, lui, il a été lu. Parce que l'Ouatan est un journal qui est large public et qui est beaucoup plus diffusé en Algérie. Et l'article, la critique de M. Benfoudil représente 10% de l'article de Naqd en réalité, de la revue Naqd. Bon, ça c'est entre parenthèses. Mais aussi, je dirais que Benfoudil, on l'a empêché de sortir. Lilet, on l'a empêché de rentrer. C'est pas la première fois.
Maintenant, il y a des journalistes, on leur refuse de sortir, et d'autres journalistes, mais on leur refuse Abdelkrim d'entrer. Zghil, à quelques jours des déclarations de Tebboune, du chef de l'État Majid Tebboune, il était en déplacement donc en Allemagne, à Berlin, devant les membres de la diaspora. Il dit chaque Algérien a le droit de critiquer, et les opposants sont les bienvenus en Algérie. C'est cette incohérence qu'on est en train de discuter quand on voit bien sûr le cas de Mustapha Ben Fodil, le journaliste donc Mustapha Ben Fodil. Ben, moi, je vais vous donner mon point de vue personnel ici en Algérie. Nous, on a l'impression, quand le président de l'État invite l'opposition algérienne à l'étranger à venir s'opposer légalement ici en Algérie, moi, je dirais que ce qu'on voit, nous, on voit qu'eux, ils essaient de faire sortir l'opposition qui se trouve en Algérie. Mon avis, la réalité que je vis quotidiennement, c'est que je dirais que le régime algérien ou les pouvoirs publics algériens font ce qu'ils peuvent, pas pour faire rentrer l'opposition qui se trouve à l'étranger, mais au contraire, pour faire sortir l'opposition qui se trouve à l'intérieur du pays. Moi, je dis qu'ils font tout ce qu'ils peuvent pour qu'on quitte tous l'Algérie d'une manière ou d'une autre. Ils veulent se débarrasser de nous à l'intérieur de l'Algérie. Voilà ce que je vois, moi. Voilà ce que je pense. Ils nous mettent la pression, ils nous appauvrissent, ils nous stressent, ils nous empêchent de vivre normalement. Nous n'avons pas de vie en Algérie. Tout cela, moi je dirais que tout cela est fait pour qu'on trouve un bouteille quelconque sur lequel on va s'enfuir de l'Algérie. Alors que j'entends ce discours-là, où on invite l'opposition algérienne de la diaspora à venir en Algérie, je vais reprendre, franchement, pour éviter aussi des tracasseries supplémentaires. Je ne pense pas que ce discours-là soit vraiment cohérent avec la réalité ou qu'il reflète un véritable désir. Sauf bien sûr, si on est en train de parler à une certaine opposition qui se trouve à l'étranger. Une opposition qui n'est pas dans la revendication, je dirais une opposition docile qui va venir peut-être faire semblant de s'opposer. On a beaucoup d'exemples de ce genre d'opposition en Algérie. Je ne pense pas que ce discours-là s'adresse à nous, à Abdelkrim Zghil à l'intérieur de l'Algérie, ou à mettre des pauses à l'extérieur de l'Algérie. Je ne pense pas que ce discours-là s'adresse à nous. Peut-être qu'il s'adresse à d'autres personnes, je ne sais pas, mais ce que je peux confirmer et réaffirmer, c'est que mon impression, c'est qu'ils sont en train de tout faire pour nous obliger à quitter l'Algérie. Ça, c'est une réalité que je vis personnellement. Très bien. Restez avec nous, Abdelkrim Zghil. On va écouter dans ce clip qu'on va passer les déclarations d'Abdelmajid Tebboune concernant donc la liberté d'expression, mais aussi les déclarations du ministre de la Communication, Bouamam, qui a parlé donc de complot contre l'Algérie. On regarde. الناس تعبر على روحها ماناش من التعبير المتحضر عارض داك شغلك ولما تكون انت متيقن من الشيء اللي تقول فيه خارج من اعماق اعتقاداتك مرحبا قول باش تكون بوق تاع ما وراء البحر راك غلط ما نجحوش هما ما ينجحوش الابواق تاعهم. المؤثرون الآن خط دفاع متقدم، وأنا في حضرة العقيد سي مصطفى الموجود معنا أتحدث ربما بالمفاهيم اللي يفهمها. خط دفاع متقدم في مش فقط معركة الوعي ومش فقط في معركة السرديات، إنما في معارك ذات طابع أمني، ذات طابع استراتيجي، عندها علاقة بمصالحنا الحيوية الحقيقية. وأنتم لا شك تعلمون، وأنتم لا شك يوميا تتابعون هذه الحملات، هذه المحاولات، هذه الاستهدافات التي أعتقد بأنكم زائد ما تقوم به مؤسسات الدولة بكل مسؤولية لديكم مسؤولية أيضا أن تتصدوا إلى هذه المسألة.
Voilà, donc Maître Saleh Debbouz, j'aimerais avoir votre réaction par rapport à ces déclarations, bien sûr, de Tebboune, mais aussi du ministre de la Communication, Bouamama. Rappelons aussi que le journaliste Mustafa Benfoudil, qui est journaliste, romancier et dramaturge, était invité donc au Festival d'Avignon. Mustafa Benfoudil n'était pas connu d'être quelqu'un d'opposant politique. Il a fait un article où il a critiqué un peu, donc, entre guillemets, le gaz de schiste risqué en jeu. Il se trouve dans cette situation. Et bien sûr, quand on parle de l'image du pays, et chaque fois on utilise donc cette image, surtout dans les déplacements du chef de l'État, Majid Tebboune, comme dernièrement par exemple en Allemagne. Alors avec ces comportements, cette politique répressive, on est en train de ternir l'image du pays. Votre réaction, Maître Saleh Debbouz? L'image du pays est déjà ternie. C'est-à-dire, c'est déjà, le pays a, depuis les années, j'allais dire, bon, même depuis Boumediene, parce qu'à l'époque de Boumediene, il y avait des assassinats politiques commis à l'étranger sous le régime de Boumediene. Ensuite, l'époque de Chadli, bon, c'était peu, il était copain avec tout le monde, il avait rétabli les relations avec tous les pays qui étaient pris pour des ennemis de l'Algérie à peu près, à part Israël, bien sûr. Et c'est légitime, mais c'est ce que revendique tout le monde. Bien sûr, il y a un problème de légitimité de l'existence même de cet État et de la non-reconnaissance de l'État palestinien et des peuples palestiniens, de ces droits qui sont là, qui posent un problème à la conscience de la communauté internationale. Donc ça, c'est une position, d'accord, de principe. Quoique le régime actuel, il l'exploite, il la surexploite d'une façon honteuse. Ça, c'est un autre point de vue. Mais à part ça, maintenant, c'est le régime algérien. Il y a eu les années 90, tout ce qu'il y a eu dans les années 90. L'époque de Bouteflika, il a essayé un petit peu de rectifier, de corriger un peu le tir, de rétablir toutes les relations qu'il avait, que l'Algérie avait quand il y a eu avec d'autres pays. Et puis, quand Tebboune est venu, il a tout cassé sur le plan de relations internationales. Alors, pratiquement, à part la Tunisie, tous les pays frontaliers de l'Algérie avaient des problèmes. Maintenant, ils sont en train d'essayer de réparer, tant mieux que mal, avec les pressions de l'extérieur, parce que les positions de les autorités algériennes ne rétablissent, surtout avec le régime comme celui de Tebboune, ils ne rétablissent jamais une relation sur le plan international s'il n'est pas obligé et par des pressions internationales. Les Américains qui sont en train de faire des efforts pour régler ce problème de conflit avec le Maroc, la Russie qui est en train de faire des efforts pour régler ce problème aussi de conflit avec le Mali, etc. Les Saoudiens qui essayent d'intervenir pour arranger le différend. Donc, il ne faut pas que... C'est plutôt maintenant les autorités algériennes qui sont sous l'influence de forces étrangères et qui mettent parfois pour l'intérêt du régime, ils mettent en danger l'intérêt du pays, c'est-à-dire ils peuvent. On ne sait pas le niveau, par exemple, de la réserve de change, on ne sait pas à quel niveau elle est. Alors, on entend des rumeurs que la Banque mondiale tire la sonnette d'alarme, qu'il y a un vrai danger. On ne sait pas la qualité des investissements, au moins de l'infrastructure de base, les centrales de production d'électricité, les barrages d'eau. Quand on entend Tebboune dans un discours à Bchar, on lui demande un barrage, il leur dit « Mais les barrages, qu'est-ce qu'on a à faire de barrages? On va faire des stations de dessalement. » Comme ça, avec cette légèreté, sans études, sans vraiment impact, sans rien comme ça, parce que lui, fait la soupe, non, عجبني انا البرج ما يعجبني اديروا خير une station comme ça. C'est des sautes d'humeur, et ce qui est très 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 grave pour les pays. Donc ce genre de comportement est très nuisible effectivement. Et donc je pense que on va pas, c'est-à-dire on continue à mettre en danger
l'existence de l'État lui-même, c'est pas seulement le régime qui est... Déjà, le régime, il est dépassé par les événements. C'est un régime conçu dans les années, fin des années 50. C'est des modèles des États, des régimes de partis uniques et qui sont gérés par l'infiltration, par le contrôle de la société, par les coups d'État, comme ça, la manipulation, etc. Donc, ce modèle, il n'a jamais changé. Son ADN reste le même. J'ai souvent dit que les gens qui ont libéré le pays l'ont fait par des actes de sabotage. Ils ont bien réussi le coup à tous les niveaux, y compris sur le niveau militaire. Mais ils pensent pouvoir construire un pays par des actes de sabotage. Ils continuent à faire les mêmes pratiques. Ce régime, il veut contrôler la situation en sabotant tout ça. Tu crées un parti politique, il t'envoie des éléments de la sécurité militaire, comme on les appelait avant, de la DRS, une autre époque on appelait ça comme ça, et ils infiltrent les structures et ils font éclater ces partis politiques, ces syndicats, ces associations, etc. Moi, j'étais président de la Ligue pendant 4 ans et j'ai observé qu'il y avait des gens qui venaient justement pour éclater la Ligue au lieu que nos efforts soient développés pour la promotion des droits de l'homme et de la culture des droits de l'homme. Eh ben, je vous dirais, les camarades, ils sont toujours là, ils peuvent témoigner. Je vous dirais qu'on passait, notre énergie était développée à 40 ou 50 ou même 60% dans contrôler et ne pas laisser cette structure aller dans l'éclat et être dérangée par les services, plutôt que de continuer à travailler. Cette façon de faire, changer une personne, changer une équipe, ne sert à rien si vous ne changez pas la nature du régime. Et la nature du régime doit prendre en considération tous les éléments fondamentaux de la société algérienne, la diversité culturelle, la diversité politique, et tout ça doit être pris en considération selon des modèles qui existent. Par exemple, moi, ici en Belgique, c'est un État fédéral. Nous avons des endroits qui sont francophones, des endroits qui sont néerlandophones et des endroits qui sont des régions qui sont bilingues. Et donc, ça ne pose aucun problème. Vous avez des documents, vous avez des tribunaux, et vous choisissez la langue avec laquelle vous voulez introduire une requête et ça sera la langue de l'affaire en justice. Vous pouvez être jugé en français ou en néerlandais selon le choix que vous voulez. Et l'autre partie, si elle est contrainte, l'État lui fournit les moyens nécessaires pour s'exprimer dans l'autre langue. Si elle ne le maîtrise pas, ça c'est des choses naturelles et n'importe quel régime qui veut contraindre une société à aller dans un moule exclusivement déterminé par les pouvoirs publics, que ce moule réellement et naturellement ne correspond pas du tout à la culture et aux pratiques de la société algérienne, vous ne pouvez pas réussir. Vous allez vers un mur et vous faites beaucoup plus de mal que vous faites encadrer la société. Merci beaucoup, Maître Saleh Debbouz. Abdelkim Zghilech, nos amis de la régie me disent qu'on a dépassé le temps très très rapidement. Allah ybarak fik. Personne n'est à l'abri. On parle de Mustapha Benfoudil, j'ai dit que c'est un journaliste respectueux qui fait son travail, il a fait un article sur le gaz de schiste. Et bien sûr, cette ISTN, interdiction de sortie du territoire national. Personne n'est à l'abri, Abdelkrim Zghilech. Et le problème qu'a soulevé notre ami Maître Saleh Debbouz, c'est qu'on doit suivre un récit, un seul récit, pas de contradiction, pas de critique. Et c'est une évolution qui est très dangereuse pour notre société, très rapidement. Oui, exactement, c'est intenable. Franchement, comme ça, c'est intenable. Ils ne peuvent pas diriger le pays de cette manière-là. Ils ne peuvent pas diriger le pays. Ils ne peuvent pas et ils ne pourront pas. Ils ne pourront pas parce qu'il n'y a pas une adhésion sociétale. La société n'adhère pas à cette réflexion du tout sécuritaire. Ce n'est pas possible. Ils ne pourront jamais tenir le coup comme ça. Ils ne tiennent pas déjà le coup comme ça. Et j'imagine qu'ils le savent. Je pense que tout le monde a entendu le fameux discours toujours du monsieur président de l'État.
Je ne dis pas la République, je dis l'État, parce qu'il y a une différence entre président de la République et président de l'État. Monsieur le président de l'État, à un certain moment, a dit « je donne des ordres, on ne m'écoute pas ». Je pense que toute l'Algérie a écouté ça. Quand un président de l'État vous dit « j'ai donné des ordres et on ne m'écoute pas », c'est une vérité. C'est une vérité. Il n'est pas écouté. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas cette adhésion populaire normalement, d'une manière normale, et il a besoin, lui ou autre président d'ailleurs, partout dans le monde, il a besoin de cette adhésion populaire pour pouvoir gérer un pays, pour pouvoir, il a besoin que la population, une majorité de la population soit de son côté. Ils ne l'ont pas. C'est pour cela qu'ils n'arrivent pas à gérer le pays et ils ne pourront jamais le gérer sous cette réflexion simple et simpliste du tout sécuritaire. Pour finir, je sais que le temps est fini. Vous voyez la vidéo que vous venez de passer du discours devant la presse de M. le Président de l'État, la dernière vidéo que vous venez de passer, pour vous dire à quel point personne n'est à l'abri. Cette vidéo-là, moi, je l'ai reprise à un certain moment pour expliquer son contenu. Je suis passé devant le juge et le tribunal devant cette vidéo-là où Monsieur le Président de l'État, tout le paradoxe, il est là, hein, tout le paradoxe, il est là, où Monsieur le Président de l'État dit clairement que les Algériens ont le droit de critiquer et de quelque part être opposants en Algérie. Je suis passé parce que j'ai republié cette vidéo. Voilà, mon ami, merci. Merci beaucoup, Abdelkarim Zghalish. C'est merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation et d'être avec nous dans cette émission. Abdelkarim Zghalish, que je rappelle, est journaliste et militant politique. Et vous avez publié aussi votre livre « Ce n'est pas moi qui suis allé vers la politique, c'est la politique qui est venue vers moi » et qu'on peut trouver bien sûr sur amazon.fr. Merci à Maître Salah Debbouz qui était avec nous, avocat, militant des droits de l'homme, qui était avec nous depuis Bruxelles. Artekoum Saha, je vous souhaite une excellente soirée. À la prochaine fois, Inch'Allah. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Bravo à l'arrêt.